Et donc François Vallat est docteur vétérinaire et docteur en histoire. Et François, c'est à toi. Alors d'abord, je remercie Guillaume, Henri et les organisatrices de m'avoir invité à parler devant vous de l'illustration en médecine et en chirurgie du cheval dans la France du XVIIIe et du XIXe siècle. C'est un sujet en fait que j'ai abordé, j'ose le dire, à la fin des années 1960. C'était le siècle précédent. Et donc, j'aurais beaucoup de choses à dire aussi sur le sujet au XVIe et au XVIIe et au XXe, mais ce serait beaucoup trop long, donc j'ai essayé de minimiser et j'espère ne pas dépasser. La médecine vétérinaire française est née avec la création des écoles de Lyon, puis d'Alfort, en 1762 et 1766. Alors, je vais essayer de... Oui, voilà. Et elle ne s'est presque occupée que du cheval. Les bovins et autres animaux n'ont été envisagés par les vétérinaires qu'à peu près au XXe siècle. Pour abréger, donc, je prendrai quelques exemples regroupés en 3 périodes fondées sur les procédés d'impression des images. Ça peut sembler bizarre, mais ça correspond quand même scientifiquement, du point de vue de l'anatomie, à peu près à l'évolution de cette science. Alors, l'illustration en médecine et en chirurgie du cheval. Donc oui, on va commencer par la gravure sur cuivre. Comme vous le savez, la gravure sur cuivre est une gravure en creux sur une plaque métallique. L'encre qui reste dans les cavités est reportée sur le papier et la presse donne une cuve. C'est un procédé d'impression qui interdit de l'inclure à un paquet typographique, c'est-à-dire que les planches sont forcément à part. Nous retiendrons 2 exemples. L'un qui relève de la maréchalerie et le deuxième des écoles vétérinaires. Alors il faut partir un petit peu sur Philippe-Étienne Lafosse. Lorsque Claude Bourgelat, le fondateur des écoles vétérinaires, s'est installé à Paris, il lui a été interdit de s'installer à l'intérieur des murs de la capitale pour des raisons de protection de la corporation des maréchaux qui jusque-là soignaient les chevaux et pour certains très bien, et en particulier Philippe-Étienne Lafosse, lui-même fils de maréchal, certainement le meilleur des soigneurs de chevaux à cette époque-là. J'aurais eu un cheval, je serais certainement allé chez lui et pas chez les vétérinaires, je vous le dis tout de suite. Il était cultivé, il avait appris l'anatomie chez les anatomistes de l'homme, et en ennemi des écoles vétérinaires, pour essayer de faire fermer l'école d'Alfort, il a publié en 1772 un livre absolument merveilleux qui est certainement un des plus beaux livres du XVIIIe siècle. Son cours d'hippiatrique. Alors on voit les cours qu'il donnait à des officiers de cavalerie ici. C'est donc en 1772. Alors on peut critiquer beaucoup la façon dont il a procédé. Son livre très luxueux, il l'a voulu très illustré. Il a demandé à Arguinier, qui avait fait les planches de l'encyclopédie concernant le cheval, de faire des dessins selon ses préparations. Alors certaines préparations sont très bien. Là, vous voyez, l'âne là est tout à fait correct. C'est pour montrer ce qu'on appelait la syndesmologie, c'est-à-dire les articulations du cheval, les ligaments articulaires. Et à droite, c'est un cheval cabré qui déjà est assez théâtral. Mais quand ça commence à se gâter, à partir du moment où il passe au vaisseau, là vous avez le système artériel
avec la seringue qui a permis les injections pour disséquer les artères. Et là, vous avez ici l'artère, ça c'est complètement inutile. Vous avez les artères du membre antérieur gauche, du membre thoracique gauche, qui sont accrochées à une ficelle au plafond, ce qui est complètement inutile, parce que c'est pas comme ça que vous apprendrez l'anatomie des artères. Et là, c'est encore pire, ce sont les veines, et au point que ça finit par évoquer un Picasso que vous avez à droite, ce qui est très bien, mais ça n'était certainement pas le but pédagogique qu'il se proposait. Surtout là, alors vous voyez à droite, ici, là, le système tendineux de l'antérieur est parfait. C'est une présentation qu'on a encore dans les livres d'anatomie et qu'il faut absolument avoir à l'idée quand on veut soigner les tendons. Par contre, ça, c'est une catastrophe. Vous voyez, ça représente, vous ne reconnaissez pas, mais ça représente le bassin du cheval avec la verge qui tombe, les testicules qui sont là, et surtout le système artériel qui se perd ici comme ça. C'est une véritable catastrophe. C'est là qu'on s'aperçoit que la collaboration de l'anatomiste qui prépare la pièce et le propos du peintre doivent aller ensemble. Ce sont des gens qui doivent travailler ensemble et pas l'un contre l'autre. Alors là, on va passer à Bourgelat. Je passe ici parce que ça n'est pas ce que je voulais. Voilà. Quand Bourgelat est écuyer, on ne parle pas des écoles vétérinaires. Avant d'être écuyer, Bourgelat a fait 3 petits livres dans lesquels il donnait c'était le début d'un cours qu'il se proposait de faire pour les académies d'équitation, dans lesquelles les jeunes nobles apprenaient l'équitation, l'escrime, la danse, le dessin, etc. Donc c'était des gens qui étaient titrés, théoriquement, il y avait une partie d'hippiatrique. Alors il a énormément étendu les connaissances d'hippiatrique. Il s'est mis à faire de l'anatomie, Bourgelat, et il était très bon, surtout en extérieur. Et la partie extérieure de son livre est très bonne, sauf, malheureusement, cette gravure. Il a essayé de donner un canon des proportions du cheval, comme l'avait fait Léonard de Vinci, mais c'était oublié à cette époque-là, comme l'avait fait Bouchardon pour la statue de Louis XV. Là, ici, vous voyez, il prenait pour base de calcul du reste du corps la tête qu'il divisait en 12e et qu'il divisait en primes, etc. Alors, ça donne en fait un cheval qui n'existe pas. D'abord, on voit en fait que c'était un cavalier d'académie, c'était un cavalier d'intérieur, enfin de manège. On voit que le cheval est sous lui de derrière et que c'est un cheval en fait qui n'existe pas, et ce qui prouve quand même que bien vite on s'est aperçu à cette époque-là qu'en prenant simplement le compas qu'il avait lui-même fait, que d'autres chevaux qui étaient tout à fait bien conformés parce que très efficaces ne correspondaient absolument pas à son canon. Et en particulier Eclipse, que vous connaissez certainement, puisque c'est un des ancêtres des chevaux de pur sang anglais actuels. Eclipse qui n'a fait que gagner et qui a ensuite été mis à la monte, a été mesuré par Vial de Saint-Bel, un ancien élève de Bourgelat qui a fondé le collège vétérinaire à Londres. Et Vial de Saint-Bel, avant que ce cheval ne meure, Vial de Saint-Bel l'a mesuré et s'est aperçu que ces mensurations étaient complètement aberrantes par rapport à celles de Bourgelat. On sait maintenant qu'il n'y a pas de mensuration puisque le modèle du cheval correspond à son utilisation. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière
parce que c'est ça que je voulais vous montrer. Simplement, voilà. Ici, en fait, vous avez Georges-Claude Goiffon et surtout Antoine-François Vincent ont fait, à la fin de la vie de Bourgelat, ont fait un livre absolument extraordinaire qui est le fruit de leurs travaux, commandé par Bourgelat, qu'ils ont fait paraître en 1779, l'année de la mort de Bourgelat, mais peu importe. Bourgelat avait compris qu'à cette époque-là, il y avait un public pour des cours d'anatomie du cheval. Il ne faut pas oublier que la mode en peinture était certainement, vous savez ça aussi beaucoup mieux que moi, était revenue au classicisme sous Louis XVI. Et en 72, c'était pas encore Louis XVI, hein, d'accord, c'était en 74. Mais bon, à cette époque-là, c'est l'époque où, par exemple, David a été formé. Alors, David aimait beaucoup l'anatomie du cheval, mais le cheval bien dessiné, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et on commençait à s'intéresser à la forme des chevaux et à autre chose que des chevaux de convention, comme on en avait fait jusque-là. Donc, ces deux personnages, Goiffon était, ses caractéristiques, il n'était pas peintre, il était ingénieur. Et Antoine-François Vincent était peintre, mais il avait fait le cours d'Alfort et il s'était forcé à faire sa formation en anatomie dans la salle de dissection. Et ces gens-là, en fait, ont voulu tenter de rendre service et fonder un cours d'anatomie qui serait fréquenté, et il a été effectivement très fréquenté. Donc je reviens ici, voilà. Alors, voilà la première page c'est un superbe livre, hein, et qui n'a eu, vous le verrez, qui n'a eu aucun succès. Et les peintres ont trouvé ça beaucoup trop technique. Comme vous allez le voir, c'est quand même très... Voilà. Alors d'abord, ils ont essayé, et ça ne leur a pas rendu service parce que tout le monde a trouvé que c'était ridicule de reprendre la silhouette du cheval de Bourgelat pour y mettre un squelette. Vous voyez que ce squelette est encore plus ridicule. Vous avez vu la longueur de l'humérus, c'est un humérus de nain pour un cheval qui est par ailleurs, il a les membres trop longs, enfin, il n'y a rien qui va dedans. Et donc ça ne leur a pas rendu service, parce que c'est la première chose qu'on voit quand on ouvre le livre. Mais après, il y a de très bonnes choses. Là, vous avez des articulations, vous voyez, on part, par exemple, sur le carpe, on part des os, les tendons, la peau, etc., pour toutes les articulations. Pour la première fois, on montre au peintre ce qu'il doit représenter et pourquoi il doit le représenter comme ça. Et ça, c'est vraiment, ça donne en fait une représentation photographique, au moins pour ceux que ça intéresse. Alors, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont essayé de s'occuper des allures. Alors, il y a une chose que je n'ai pas montrée, c'est qu'ils ont, sur un cheval d'expérience, ils ont fait mettre des sabots différents qui sonnaient différemment sur le sol. Donc ça leur a donné déjà une approche auditive des allures. Il faut dire que les allures, on l'a dit tout à l'heure, on en a dit des choses. On a dit tout à l'heure déjà que les chevaux du Parthénon, des frises du Parthénon, représentaient un galop qui était, somme toute, tout à fait convenable. Malheureusement, personne, après, n'y est arrivé. Il faut dire que là, l'œil humain perçoit, ne peut pas percevoir 17 images à la seconde. Au-dessus, c'est absolument impossible. Et sur
sur le galop et surtout sur le pas, qui est, contrairement à ce qu'on pense, une allure très difficile en fait à représenter. Les gens ne savaient pas représenter le pas, hein. Donc, ils ont fini par synthétiser tout ce qu'ils avaient appris sur une échelle odochronométrique, c'est un nom compliqué, pour désigner une sorte de portée musicale sur laquelle ils avaient mis les successions des posées des pieds. Autant vous dire que les artistes de l'époque, quand ils ont vu ça, ils sont partis en courant, ils se sont dit jamais on va lire un truc pareil. Et ici, encore plus intéressant, ils ont représenté à la façon de Marais en 1873, c'est-à-dire pratiquement un siècle plus tard. Et Marais, d'ailleurs, s'en est souvenu. Et Marais donne un hommage aux travaux de Goiffron et Vincent. Ici, vous avez la succession du mouvement des membres en fonction de ce qu'ils avaient donc calculé. On approche quand même relativement de la vérité. Ici, vous avez une représentation du galop. Alors évidemment, c'est faux, d'accord, c'est faux. Parce que déjà, il faudrait que les postérieurs soient inversés, hein, j'avoue. Et là, vous avez la représentation du galop de canter ordinaire. Bon, mais il y avait quand même une approche. Et ce qui n'empêche en fait qu'après, les artistes comme Géricault ou tous ceux qu'on a cités, en fait, ont continué à représenter les chevaux au galop volant ou au cabré de départ. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la lithographie. La lithographie, c'est une méthode d'impression dans laquelle on sert en fait d'une dalle de calcaire lithographique qui est très fin, sur lequel on dessine avec un crayon ou un pinceau gras et qu'on passe ensuite à l'acide. Les parties qui ont été passées à l'encre après l'acide vont retenir l'encre et on va pouvoir la reporter sur papier. Ça a l'air compliqué comme ça, mais ça a été très intéressant dans la mesure où l'artiste pouvait représenter lui-même, en dessinant lui-même sur le calcaire lithographique, il pouvait représenter ce qu'il voulait, et en particulier les dégradés de gris. Alors, les écoles vétérinaires ont continué, après Goiffron et Vincent, d'avoir des professeurs d'anatomie donc à Lyon et à Alfort. Et en particulier, Nicolas-Henri Jacob à Alfort et Reverchon à Lyon. On parlera aussi d'un peintre spécialisé, Edmond Pochet, mais après. Alors, ça, pour moi, c'est une image merveilleuse. Ça vous dégoûte certainement, mais pour moi, ça représente. Ça a été fait sous la direction de Jacob à Alfort par Rigaud, qui était lui-même professeur d'anatomie. Mais Rigaud n'a pas eu le droit de faire ce qu'il voulait. Jacob s'en est occupé et il lui a fait faire cette image synthétique lithographique. Alors vous avez, pourquoi cette région? Parce que vous le savez très bien, les problèmes de poche gutturale, c'est quand même très important. Les problèmes de glandes salivaires aussi. Ici aussi, vous avez le canal salivaire qui passe là. Et ici, vous avez la représentation de la cataracte faite par Urbain Leblanc, qui était un vétérinaire qui avait inventé un système pour opérer de la cataracte les chevaux. Je peux vous dire que c'est complètement aberrant, vu que le cheval qui a la cataracte, à cette époque-là, avait déjà l'œil foutu par la fluxion périodique. C'était pas la peine de s'embêter à
abaisser le cristallin. Mais enfin bon, le problème à cette époque-là, c'était, sans entrer dans les détails sordides, hein, le problème à cette époque-là, c'était de fixer l'œil, parce que le cheval, il n'était pas du tout anesthésié. Donc, il fallait quand même lui faire entrer une aiguille dans l'œil pour abaisser le cristallin. Donc, ils avaient inventé ça marchait, bon, voilà. Alors là, vous avez le collègue de Lyon qui, lui, ne s'est pas du tout intéressé aux vétérinaires, malgré sa charge, mais il s'est intéressé directement aux artistes. Et là, vous avez, c'est un très beau livre qui est colorié à la main pour certains exemplaires, qui a été retiré après, et qui représente d'abord le cheval tout nu, comme ça, enfin tout nu, on peut dire, sans ses muscles, et puis petit à petit qui perd ses muscles pour arriver à ça. Alors, il y a aussi une représentation des membres aussi qui est très bonne, hein. C'est vraiment du très bon travail, mais malheureusement, pour les vétérinaires en tout cas, ça n'a absolument aucun intérêt, hein. Alors, à cette époque-là, un autre dont je ne me suis pas préoccupé, parce qu'on parle des vétérinaires qui n'étaient pas vétérinaires, qui étaient... ça ne me revient pas. Là, non, c'était un peintre, en fait. C'est Brenaud, oui, qui a fait donc un autre atlas, un peu dans ce style, et exactement à la même période. Et c'est une époque à laquelle, vous allez me dire, on allait faire des chevaux tout à fait conformes à la réalité. Ben, pas du tout. Comme il a été dit, les chevaux romantiques sont des chevaux interprétés librement, heureusement d'ailleurs, hein, et pas du tout, pas forcément. Les chevaux de Delacroix ne sont pas des chevaux qui existent, mais ils existent en tant que chevaux de Delacroix, ce qui est déjà pas mal. Là, pardon ? Ah non. Ah oui, alors je n'ai pas parlé de Stops, on en avait déjà parlé. Stops, en fait, il est intervenu avant Bourgelat et avant Philippe-Étienne Lafosse. Et il ne s'est préoccupé, lui, que de la musculature et des os, hein, rien d'autre. Alors ici, en fait, c'est certainement pour moi le summum de l'anatomie, des images en anatomie vétérinaire. Ça n'est pas un grand livre, c'est un in-octavo. Il a été fait par Edmond Pochet, qui était lui-même élève de Jacob. Et c'est l'atlas d'Henri Boulet. Henri Boulet, grand vétérinaire, qui a fait beaucoup pour la profession, et pour Pasteur aussi, mais ça c'est une autre histoire, et qui a fait un traité de l'organisation du pied du cheval. Et ça, c'est absolument... On peut dire que ces gravures, qui ont été coloriées à la main par Pochet lui-même, c'était à cette époque-là, il n'y avait pas de... on ne connaissait pas de méthode d'impression de la couleur, hein. Il y a eu des tentatives au XVIIIe siècle, mais ça n'a pas fonctionné. Et les premières chromolithographies n'étaient pas vraiment des succès. Alors ça, c'est de la lithographie coloriée à la main. Et on peut dire que jusqu'aux atlas photographiques récents, on peut dire que c'est ce qui a été fait de mieux. Et ça a été continuellement repris. Mais là... ça n'intéresse pas beaucoup, là. Bon, alors ça, c'est encore un cheval absolument démonté. Je suis désolé. Et tout ça pour vous parler de la du dernier mode d'impression, qui est la gravure sur bois debout. Pourquoi debout ? La xylographie, pour faire de la xylographie, c'est-à-dire de la sculpture de la forme sur bois, vous pouvez vous servir d'une planche ordinaire, et vous aurez le fil du bois qui va vous embêter, parce qu'il y a des nœuds, des choses comme ça. Donc, ce sera certainement grossier, et c'est ce qu'on faisait au XVIe siècle, c'est ce qu'on a fait aussi dans les impressions populaires jusqu'au XIXe siècle, mais c'était grossier. À partir de ce moment-là, on s'est servi de cubes de buis qui étaient taillés et qu'on a travaillé sur
une taille perpendiculaire. Donc on n'avait plus la fibre du bois, on avait les fibres qui affleuraient seulement. À partir de ce moment-là, on donnait ça à un sculpteur, un graveur, et le graveur creusait tout ce qui ne devait pas, tout ce qui était en blanc. C'est un travail considérable, parce que quand vous apercevez que tout ça sont des tout petits traits, c'est exactement comme un dessin à la plume, mais qui serait évidé. C'est un travail très important. Et c'est la raison pour laquelle on se dit, ah ben oui, mais ça va passer à la presse, ça va être tout de suite abîmé, un travail aussi, mais pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, on a fait des reproductions sur zinc. C'est-à-dire que le fameux, la forme imprimante en question, on la reproduisait, on se servait seulement de moulage. Et ça, gros avantage, on pouvait les mettre dans les pavés typographiques. Et ça a été le début vraiment de l'illustration médicale, et puis l'illustration aussi beaucoup. Hein. En vétérinaire, c'est apparu dans les années 1850. Mais attention, en Angleterre, c'est apparu en 1820. Hein. C'était très en avance sur nous. Donc, la raison, vous comprenez... Ah, 5 minutes. Donc, je vais arrêter. Et donc, vous comprendrez que dans ces conditions-là, les gravures on avait intérêt à faire des gravures très petites. Plus les gravures étaient petites, moins ça coûtait cher. Sauf pour de rares illustrations comme celle-ci qui concernent le système lymphatique du cheval. Vous voyez, ça a été la première à être comme ça. Alors, ce qui s'est passé en fait en France, c'est que l'anatomie vétérinaire n'a servi aux artistes à peu près qu'avec la lithographie, ça a été terminé. Ensuite, les artistes ont pris leur indépendance et on peut dire que les vétérinaires français se sont débrouillés pour ne pas montrer leur travail. Je m'explique. Il serait agréable, surtout pour l'historien que je suis, de voir des vétérinaires au travail, de savoir comment ils travaillaient. Mais jamais, parce que les vétérinaires français considéraient que si vous êtes vétérinaire, vous n'avez qu'à passer dans les écoles, vous n'avez pas besoin d'illustration. Et si vous n'êtes pas vétérinaire, vous n'avez qu'à appeler le vétérinaire. Et donc, un cas autre a été celui de l'Angleterre, où on avait pas mal d'amateurs de chevaux qui étaient enclins à acheter des livres sur les maladies des chevaux, même s'ils appelaient aussi le vétérinaire. Alors vous avez ici des choses qui sont beaucoup plus rigolotes, moi je trouve. Vous avez la trachéotomie, le cheval... vous en avez plusieurs. Et ça, c'est tout à fait agréable d'avoir ça. Un cheval qui a la gale, il fait ça. Hein. Et là, vous voyez le vétérinaire qu'on reconnaît à son haute forme. Je n'ai pas de haute forme, malheureusement, mais qui fait abattre le cheval pour pouvoir l'opérer. Bon. Là, simplement, ce que je dirais en conclusion, c'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, c'est que une gravure anatomique n'est bonne que si l'anatomiste et le dessinateur s'entendent, collaborent et échangent. Et ça, je n'ai pas parlé du XXe siècle, mais le XXe siècle le montrera bien mieux. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup François, et je profite pour montrer la couverture du livre. Voilà, la somme qu'il a fait.